mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief de la 9e étape du Tour de France. Du plat, encore du plat comme dirait Patrick Chassé. On va débriefer cette victoire de Tim Merlier devant Jonathan Milan dans la capitale des sprinters sur le Tour de France avec Lohan Benati du journal Sud-Ouest qui est avec moi. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Je le disais, royaume des sprinters, donc Châteauroux, Cavendish City, qu'on va pouvoir renommer Tim Merlier City. Bon, il y a encore un peu de marge, mais la victoire du Belge de la Soudal Quick-Step au sprint au terme d'une étape animée par les Alpecin de Koninck avec Jonas Rickaert et Mathieu Van Der Poel repris dans le dernier kilomètre. Mathieu Van Der Poel qui a résisté, mais bon, contre un peloton lancé à vive allure, c'était quand même compliqué d'aller jusqu'au bout. On a quand même vécu une sacrée étape, une étape un petit peu étrange. On avait un petit peu peur d'un scénario pas très intéressant à l'image de hier et l'arrivée à Laval. On a eu quand même une sacrée étape avec donc Jonas Rickaert et Mathieu Van Der Poel qui sont partis dès le kilomètre 0. On s'est dit dans un premier temps qu'ils voulaient peut-être faire un coup au niveau du sprint intermédiaire, mais on les a vus poursuivre leur effort. Ils ont pris 3, 4, je crois que c'est monté si je me trompe, 5 minutes. Jusqu'à 5 minutes, voilà, exactement. Et puis, petit à petit, un peloton qui a joué au jeu du chat et de la souris. On accélère, puis on temporise, puis on accélère. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas, que Mathieu Van Der Poel pouvait peut-être réussir son coup. Malheureusement, le final était un petit peu trop compliqué avec ses grandes lignes droites et ce faux pas montant aussi vers la fin. Et donc, il a été repris à 700 mètres. Mais mon cher Guillaume, on n'était pas loin quand même d'assister à l'un des plus grands exploits du Tour de France de ces dernières années. Ouais, clairement, parce que ce coup des Alpecin de Koninck, on le voit que très rarement. Les Total l'ont tenté hier, mais dans les 60 derniers kilomètres. Là, ils sont partis au kilomètre 0, tu l'as dit. Dès que Christian Prudhomme a dit c'est parti, on a vu Rickaert partir, Van Der Poel qui est allé le chercher pour ensuite faire ce baraki, comme on dit dans les termes cyclistes. Plus de 173 km d'échappée. Il y avait 174,1 km dans cette étape-là. Donc 173 et demi, il a manqué 600 mètres, 700 mètres à Mathieu Van Der Poel. Ça devenait compliqué, mais ce coup-là, dans une étape qui était quand même annoncée propice aux bordures, on peut se dire qu'ils étaient là en fait pour anticiper un coup de bordure éventuel avec une cassure à l'avant du peloton, je sais pas, un groupe de 20 qui s'échappe dans les 20-30 derniers kilomètres. Ils étaient placés à ce moment-là sans même bagarrer, en se faisant reprendre. Ils auraient pu aller bagarrer pour la victoire d'étape. Ouais, le coup sur le papier était plutôt bien senti. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mathieu Van Der Poel chez nos confrères de France de l'arrivée. Il pensait pas spécialement à la victoire. Il pensait d'abord alors Jonas Rickaert voulait apparemment le prix de la combativité et passer une petite journée à l'avant. Il a dit moi je voulais l'aider. On pensait pas être si proche, mais au final on n'a pas de regret. Ils en ont discuté hier soir et effectivement avec ce risque de bordure et ce vent 3 quarts d'eau, il a avoué qu'il espérait pourquoi pas le détachement d'un petit groupe et puis un regroupement dans le final avec eux et puis effectivement après combattre pour la victoire d'étape devant. C'est pas arrivé. Le peloton a quand même plutôt bien géré son affaire au final, même s'il a quand même joué avec le feu. On a vu les Jumbo qui ont pas mal, les Visma qui ont pas mal serré. On a vu aussi les Lidl tenter à 65 km dans une première tentative de bordure. Le coup était pas mal joué et surtout Guillaume, quand on regarde aussi les étapes qui pourraient convenir à VDP sur cette fin de Tour de France, il y en a pas tant que ça. Il y a l'étape de mardi avec la COP de Pays-David à 8 km. Il y a l'étape de mercredi. Mardi, c'est la journée de repos. C'est mercredi à Toulouse. Exactement. Le mercredi est arrivé à Toulouse. Éventuellement, dimanche prochain à Carcassonne avec une étape un petit peu aussi accidentée. Et puis après, c'est la fin de Tour de France. Éventuellement, l'arrivée à Pontarlier et puis celle sur les champs. Donc, on se dit que Mathieu Van Der Poel a peut-être dépensé son énergie là où c'était le plus utile, on va dire. Ouais, parce qu'il sent certainement que dans le Massif central,
pour le 14 juillet. Demain, ça va être pour les baroudeurs grimpeurs. On l'a vu même sur une étape qui a été annoncée même que pour les punchers, où lui était à l'avant vers Vire. Il s'est fait décramponner par des grimpeurs. Donc sur un profil encore plus compliqué dans le Massif central, ça sera certainement pas pour lui. La bataille du maillot vert, bon, c'est terminé pour lui, il va s'en désintéresser. On en parle quand même depuis quelques jours. Ça va être entre Jonathan Milan et Tadej Pogačar au jeu des étapes de moyenne et de haute montagne pour Tadej Pogačar. Bon, voilà, après, oui, t'en as parlé, c'est une étape qui était propice aux bordures. On a vu les Visma à l'avant qui étaient bien placés, mais finalement, ça a cassé une fois à 65 km de l'arrivée avec un groupe de l'arrière, un groupe à l'arrière qui a été décramponné avec notamment Oscar Handley. Oscar Handley, le Britannique, qui est 7e du général, mais c'est sur une crevaison que ce dernier a été lâché. Ensuite, c'est revenu. Et finalement, on n'a pas eu la bordure qu'on attendait tous, malgré un vent qui était très fortement présent. 3/4 d'eau, côté, ça n'a pas cassé. Et tout le monde était sur le qui-vive. Tout le monde était tellement prêt à skier des bordures qu'on n'en a finalement pas tellement eu. Ouais, on n'en a pas eu. On a, je pense, des équipes qui étaient quand même assez vigilantes. On a vu aussi les Visma qui ont glissé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, mais qui n'ont pas non plus enfoncé le clou, parce qu'à ce moment-là également, ça aurait pu casser. On n'a pas eu le scénario de la deuxième étape, en fait, un scénario auquel on aurait pu s'attendre, auquel s'attendaient les Alpecin visiblement, et qui aurait pu clairement faire leurs affaires. Maintenant, voilà, Mathieu Van Der Poel était pas loin. Ça reste quand même un coureur exceptionnel. Il a encore démontré aujourd'hui, parce qu'il y a quand même peu de coureurs de sa classe et de sa stature qui sont capables de faire ça. Donc rien pour ça, chapeau bas sur Van Der Poel. Maintenant, on va lui souhaiter de quand même bien récupérer. On espère non plus qu'il n'ait pas trop dépensé trop d'énergie, parce que c'est vrai qu'au final, ça n'a pas servi à grand chose. J'ai l'impression de revoir le Van Der Poel du début de carrière qui tentait des coups un peu comme ça, un peu n'importe comment, j'ai envie de te dire, même si voilà, on va pas se plaindre d'avoir eu quand même de l'offensive dans cette étape-là. Non, voilà, c'est très bien de Van Der Poel d'avoir tenté. Et mine de rien, on en parle avec ces coups de bordure qui étaient annoncés et qu'on n'a pas tellement eu dans le final ensuite. Ça a été un peu chacun pour soi, pratiquement chacun pour soi, même si certains sprinters avaient quelques équipiers à côté, parce que la Lidl Trek a assuré quasiment tout seul la poursuite aujourd'hui, a usé les équipiers de Jonathan Milan. On a vu une OX qui a craqué à un moment donné pour venir participer, parce que quand il y a eu 4-5 minutes, que ça plafonnait à 4-5 minutes avant que les bordures ne se mettent en route, ça a été compliqué de revenir sur les deux qui roulaient bien à l'avant. On a vu que dès qu'il y a eu un coup d'accélération, ensuite, l'écart est pas mal redescendu. Et dans le final, on a vu Merlier et Jonathan Milan se débrouiller tout seuls pour se placer et lancer le sprint avec la victoire du Belge qui gagne pour la deuxième fois devant Jonathan Milan sur ce Tour de France, parce que la victoire à Dunkerque, elle était un peu plus serrée sur la ligne d'arrivée, mais avec le même ordre. On rappelle que Tim Merlier n'a pas participé au sprint à Laval hier. Il avait été relégué en fond de peloton et même au-delà, à 12 km de l'arrivée sur une crevaison. Il a effectué un énorme effort pour revenir dans le final. Il n'a pas participé au sprint. Donc on peut dire qu'il y a 2-1 entre Merlier et Milan, mais il y a 2-0 sur l'affrontement direct finalement. On peut quand même regretter l'abandon de Jasper Philipsen qui se serait immiscé dans cette lutte et qui aurait donné, je pense, lieu à des sprints assez exceptionnels. Mais le mano à mano, il est quand même incroyable entre les deux meilleurs sprinters de ce Tour de France. On a quand même hier Milan qui a dégagé une énorme impression de puissance, clairement, sans contestation possible. Et puis aujourd'hui, un Merlier qui a fait preuve de beaucoup d'explosivité, fidèle à son style, c'est-à-dire je navigue de roue en roue, je sais très bien me placer, jouer des coudes pour me placer dans le sprint. On a un Milan qui a été excellemment placé de A à Z sur cette étape, qui a parfaitement senti les coups, qui était à l'affût, qui était prêt, qui a bien négocié le final, mais Merlier a fait preuve quand même d'un petit peu plus d'explosivité. Je pense quand même que voilà, comme tu le dis, sur un sprint pur en ligne droite, même si c'était quand même légèrement en faux plat montant, Tim Merlier semble partir avec une très 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 légère avance. Mais bon, ça se joue sur un demi-boyau à chaque fois entre les deux. C'est vrai que le
le duel est quand même assez alléchant. Ouais, et je veux pas changer d'avis tous les jours, je suis pas ce genre de personne, être dans la culture de l'instant, mais je rappelais hier après la victoire de Milan que je pensais Jonathan Milan un poil supérieur à Tim Merlier dans la puissance pure. Je vais réviser petit à petit mon jugement parce que je vois Tim Merlier dans les affrontements contre Jonathan Milan, sur ces 2 affrontements sur le Tour de France, assez énorme, vraiment, à Dunkerque comme aujourd'hui à Châteauroux, que Jonathan Milan, il n'a pas eu son train, il n'a pas été en capacité de gagner. Tim Merlier, lui, a été en capacité de s'imposer, qu'il n'y a pas un boyau d'avance, il y en a un peu plus, que Tim Merlier, au très très haut niveau, il remporte 2 étapes à Paris-Nice, 2 étapes à l'UAE Tour, 2 étapes sur le Tour de France, qui sont des épreuves World Tour, où tu as la crème des sprinters à chaque fois sur ces épreuves-là, qui est capable de faire deuxième d'un Gand-Wevelgem également. Donc je vais réviser petit à petit mon jugement sur Tim Merlier, que je rehausse quand même un petit peu dans ma hiérarchie, parce que en fait, voilà, moi il m'a dégagé une énorme impression aujourd'hui, et c'est pas la première fois depuis le début du Tour de France. Je trouve ça dommage entre guillemets, mais il bataille pas pour les sprints inter contre Jonathan Milan, mais en même temps il a raison, il y a plus rien à jouer. Mais voilà, Tim Merlier, je suis vraiment agréablement impressionné par ce gars-là. Non pas que je sous-estimais, mais voilà, je voyais vraiment pour moi le trio Philipsen, Merlier, Milan se dégager du reste des sprinteurs mondiaux, mais avec Milan avec un poil d'avance. Là, je vois quand même Merlier très très haut dans cette hiérarchie. Mais est-ce que Merlier n'est pas aussi un petit peu sous-coté, j'ai envie de te dire, dans cette classe mondiale, dans ce gratin de sprinter? C'est quelqu'un de très discret qui n'aime pas non plus faire beaucoup parler de lui, mais c'est quelqu'un de terriblement efficace. Et puis il y a plus à démontrer la classe et l'efficacité de Tim Merlier dans les sprints. Tu le démontres encore aujourd'hui. On peut regretter effectivement qu'il ne puisse plus batailler pour cette lutte pour le maillot vert. Il est désormais donc avec 150 points à 77 points. Voilà, exactement, 77 points de Joe Milan, donc ça paraît quand même un petit peu compliqué, surtout devant lui il y a un certain Slovène nommé Tadej Pogačar, donc on peut un petit peu regretter cette bataille-là pour le vert, qui aurait donné au duel une dimension encore plus épique. Mais Tim Merlier est un sprinter de très grande classe, il a besoin de pas grand-chose pour réussir un sprint, et on l'a encore vu aujourd'hui. Ouais, exactement, et Tim Merlier qui s'impose donc. On va détailler un petit peu ceux qui ont été derrière, parce que on l'avait vu un petit peu pointer le bout de son nez à Laval hier, mais Arnaud Delis, qui avait terminé 5e hier, fait 3e aujourd'hui. Et Arnaud Delis, franchement, il retrouve de belles jambes, et ça fait plaisir pour lui, parce qu'il a eu vraiment de grosses galères ces derniers mois. Ouais, on sait que déjà, on n'a pas à présenter Arnaud Delis, on connaît son talent et ses qualités de sprinter, mais c'est vrai que depuis quelques mois, on avait la sensation qu'il s'était un petit peu perdu, on retrouvait pas le grand Arnaud Delis dans les emballages massifs. Et puis petit à petit là, aujourd'hui, il est derrière les 2 monstres au sprint de ce Tour de France. Hier, on l'avait déjà senti en jambes, donc effectivement, c'est prometteur pour le petit sprinter belge de la Lotto. Ouais, entre des pépins de santé et des chutes, il a vraiment été pas mal embêté maintenant ces derniers mois, cette année. Voilà, il n'a pas les résultats escomptés. Il avait fait un bon début de saison jusqu'au début du printemps, et puis ensuite ça a été compliqué pour lui. Mais voilà, il fait 5e à Laval, 3e à Châteauroux. Voilà, en plus il revient bien dans le final, franchement, il est à limite à 2 doigts de sauter Jonathan Milan sur la ligne, mais il fait 3e de l'étape derrière les 2 monstres. Paul Penouet, on en parle vite fait, 5e Paul Penouet, lui aussi, il a réussi à tirer son épingle du jeu dans ce final avec une 5e place. Il avait fait 7e à Lille lors de la première étape. Ouais, et puis quand on voit, il devance Binyam Girmay, il devance Phil Barwas, Jordi Meus, Caden Gross, donc il devance quand même des pointures au sprint. On s'était un petit peu interrogé en ce début de Tour de France, vu ce sprint, on s'était un petit peu interrogé sur ses réelles qualités de vitesse à Paul Penouet, parce qu'il n'était pas un petit peu plus puncher, profil type puncher rapide plutôt que pure sprinter. Il montre aujourd'hui quand même que dans des emballages massifs un petit peu dépourvus comme aujourd'hui, il a toute sa place et il arrive à faire un top 5 au milieu de très grands noms du sprinter mondial. Donc, un grand coup de chapeau à lui. On espère aussi que cette 5e place lui donnera confiance et des ailes pour continuer dans les quelques sprints qui restent d'ici à la fin du tour. Ouais, c'est un sprinter qui se montre assez régulier lorsqu'il arrive à
à être bien placé dans les sprints massifs. Il avait fait 6e à Mâcon sur le Dauphiné. Je parle là des preuves World Tour. Tirreno Adriatico, il avait fait 3e à deuxième étape à Follonica. Et la dernière étape à San Benedetto del Tronto, qui est un peu le royaume des sprinters, en fin de Tirreno Adriatico, il avait fait 5e au mois de mars. Donc voilà, c'est intéressant. C'est bien pour Paul Penouet, qui va quand même regarder l'étape du Massif central de l'arrière. Et puis sans oublier aussi un grand coup de chapeau à tout le travail de la FDJ. Je crois qu'il y avait Clément Rousseau qui travaillait dans le final, qui ont parfaitement aussi Lewis Aski aussi. Exactement, qui ont parfaitement placé Paul Penouet pour venir chercher cette belle 5e place. Une étape marquée un petit peu par les chutes aussi. Je vais le dire en un mot avant de passer au classement, des chutes avec Georg Zimmermann, l'Allemand qui a chuté, cuissard gauche complètement déchiré. C'était Voilà, c'était une image assez terrible à voir en Avignon. Izagir aussi allé à terre, Soren Weinskold aussi. Et donc voilà, ces coureurs-là sont allés à l'arrivée, sauf que Joao Almeida, lui, a abandonné le Portugais qui était tombé très lourdement lors de l'étape de Mur de Bretagne il y a 48 heures. Il n'a pas pu aller plus loin avec des côtes fracturées. C'était trop compliqué pour lui, pour le Portugais. Le principal lieutenant de Tadej Pogačar abandonne, le 4e du Tour l'an dernier, que moi je plaçais comme favori sur le podium à la 3e place. Abandonne, il va pas plus loin, c'était trop compliqué pour lui. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, on en parlait il me semble 2 jours. Je ne suis pas sûr que ce soit une perte immense pour Tadej Pogačar. Je ne suis pas sûr qu'il ait absolument besoin de Joao Almeida dans son train de montagne. Derrière, ils sont quand même suffisamment équipés, même si on l'a quand même vu au boulot dans le final de la 4e étape, il me semble. Et il a quand même fait un énorme travail pour Tadej Pogačar. Donc je suis partagé. C'est sûr que ça sera quand même une perte pour UAE, mais je pense que Tadej Pogačar peut tout à fait se débrouiller sans lui. Il l'a déjà montré. Et on se doute aussi que Joao Almeida, tu l'as dit, avait des ambitions de top 5, voire même de podium. Donc malheureusement pour le grimpeur portugais, sans surprise, son tour s'est arrêté aujourd'hui. Ouais, avec Joao Almeida qui est pas forcément celui qui est le plus utile dans le train en montagne. Il y a plus du Adam Yates, du Pavel Sivakov, du Marc Soler derrière, mais Almeida, peut-être dans une bataille entre leaders, aurait pu être très utile à Tadej Pogačar. On va voir si les Visma, et je pense que les Visma, vont utiliser cet abandon pour harceler encore plus Pogačar en montagne, avec notamment les Matteo Jorgensen qui sont présents. Allez, le classement de l'étape, on y va, avec la victoire de Tim Merlier, donc devant Jonathan Milan et Arnaud Delis. 4e, Pavel Bittner, le sprinter tchèque de la pique-nique post-Tenel. Paul Penouet, 5e, top 10 complété par Biam Girmay, Phil Baos, Jordi Meus, Stian Friedheim qui avait crevé dans le final et qui est revenu pour faire 9e, Kaiden Groves, l'équipier de Mathieu Van Der Poel, 10e. Les Français, donc Penouet 5e, Renard 11e, Arnaud Démare 13e, Turgis 14, Bastien Tronchon 17e, Brian Cocard 21e. Il y a quand même de la part d'Arnaud Démare, c'est quand même une grosse déception ce début de Tour de France. Ouais, et puis Arnaud Démare, il dit que ça va trop vite pour lui. Il a dit après l'étape de Laval, il n'est pas au niveau. Tout simplement, l'un des meilleurs sprinteurs français des 15 dernières années, Mathieu Van Der Poel, 68e, qui a été décroché, qui a perdu 17 secondes, donc il termine dans un petit groupe à 17 secondes avec Wout van Aert aussi au-delà de la 60e place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au classement général, ces secondes perdues par Mathieu Van Der Poel permettent à Matteo Jorgensen de le doubler au général. Jorgensen qui est désormais 5e, Van Der Poel 6e, Pogačar toujours maillot jaune, à la veille du Massif central avec 54 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, 1,11 sur Kevin Vauquelin, 1,17 sur Vingegaard, 1,34 sur Jorgensen. Top 10 complété par Van Der Poel, Oscar Onley, Lipovitz, Roglic, Skelmose, les Français, Jordan Jegat, 16e à 5,39. Aurélien Paré-Peintre, 17e, 7,23. Guillaume Martin, 18e à 8,13. Romain Grégoire qui est, lui, 22e. Le classement par points, on n'avait pas l'information quand on a enregistré hier soir. Jonathan Milan qui s'est vu écopé d'un retrait de 20 points, si je ne me trompe pas, Lohan, après l'étape de Laval. 10 points, il me semble. 10 points 10 points de pénalité au maillot vert pour obstruction d'un coureur. Donc voilà, Jonathan Milan, mais
Jonathan Milan, si on le sanctionne lui, on aurait pu en sanctionner pas mal d'autres, mais avec son gabarit, il est assez impressionnant dans les arrivées massives. Et donc, avec ses 10 points, eh bien Jonathan Milan compte aujourd'hui 10 points en moins, hein, avec sa 2e place aujourd'hui et sa 3e place au sprint intermédiaire, puisque Mathieu Van Der Poel est passé en tête du sprint intermédiaire dans cette étape, en début d'étape vers Châteauroux. 227 points pour Jonathan Milan, 156 points pour Tadej Pogačar. Milan qui n'a donc pas fait le plein aujourd'hui, il avait fait le plein hier. Voilà, à voir quelles conséquences au classement du maillot vert ça peut avoir. Jonathan Milan avec sa 2e place, il ne prend que 30 points à l'arrivée. Il en avait donc pris 15, ça fait 45 points contre 70 hier dans l'étape de Laval. Derrière, très rapidement au classement du maillot vert, tu as Binyam Girmay à 151, Merlier à 150, Van Der Poel 128, Anthony Turgis à 106. Le classement de la montagne, ça n'a pas bougé, il n'y avait pas une cote répertoriée aujourd'hui. Wellens 8 points, Pogačar 7 points, Ben Illy, Jonas Vingegaard 4 points, peut-être qu'on verra encore Ben Illy échapper dans le massif central pour aller tenter de récupérer ce maillot à poil. Le classement du meilleur jeune, pas de changement. Evenepoel, maillot blanc, 17 secondes devant Kevin Vauquelin, une 55 devant Oscar Hanley, et puis la meilleure équipe, pareil, pas de changement. Visma 7,53 devant UAE et 13,07 devant Groupama FDJ, Arkea BNB Hotel et Decathlon AG2R, toujours à moins de 17 minutes. Oui, pardonne-moi, tu continues d'être convaincu par Milan maillot vert? Je me dis que s'il y a des baroudeurs qui vont au bout sur certaines étapes de moyenne et de haute montagne sur ce Tour de France, il n'est pas dit que Tadej Pogačar soit assuré du maillot vert, d'autant que les étapes de haute et de moyenne montagne ne sont pas pourvues d'autant de points que les étapes de plaine, et que Pogačar, pour l'instant, ne joue pas les sprints intermédiaires. Je dis bien pour l'instant, parce que c'est une bataille pour le maillot vert en fin de Tour de France. Peut-être qu'on le verra à un moment donné jouer le maillot vert, mais pour l'instant, tu vois, avec les gros points pris hier et aujourd'hui, Jonathan Milan. Alors, je vais regarder, attends, c'est quoi? Je vais revenir en arrière pour regarder le nombre de points qu'avait Jonathan Milan avant Laval, après Mur de Bretagne. Donc, on avait 34 points de retard pour Milan sur Pogačar avant les 2 derniers jours. Et donc, ce soir, après Châteauroux, on a donc maintenant combien de points d'avance pour Milan? On en a 71. Donc tu vois, en 2 jours, ça a pas mal changé grâce à cette étape de plat. On verra ce qui va se passer. En attendant, il faut quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, et je pense que pour comporter ce que tu dis, il faudra que Milan joue placé et à Toulouse, voire à Carcassonne, pour Pontarlier et peut-être même sur les Champs-Élysées. Donc, va falloir s'arracher, hein, tout simplement. Mais effectivement, peut-être j'étais assez peu optimiste pour les sprinters pour ce maillot vert. Peut-être que Joe Milan peut arriver à empêcher l'ogre Tadej Pogačar de tout manger sur Tour de France. À voir. Donc pour ce classement par points, on va passer à l'étape de demain, le massif central, donc avec l'arrivée au Mont d'Or, puis de Sancy, une arrivée à plus de 1000 mètres d'altitude, la moyenne montagne. Pronostic, Lohan. Pronostic, on y va. Tu veux tenter? Je rappelle vite fait le nombre de kilomètres, 165 kilomètres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtes répertoriées, dont la montée finale vers le Super Sancy. Écoute, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'étapes de baroudeurs que ça sur ce Tour de France. Celle de demain, elle a quand même une jolie tête sympathique pour une échappée qui irait au bout, jour de fête nationale en plus. Évidemment, on pense à des Français, d'autant que les profils des étapes suivantes vont assez peu leur convenir entre les quelques sprints et puis la domination entre Pogačar et Vingegaard. Ça va quand même être très 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 compliqué pour les Français d'aller chercher une étape. Celle de demain, écoute, on espère que ça va leur sourire. Pourquoi pas du Romain Grégoire ou peut-être du Anthony Turgis, Mathieu Burgodeau, si c'est pas trop compliqué non plus pour eux. Et puis après, on a des Français placés au général, tu les as cités, Guillaume Martin, Aurélien Paré-Pen, Jordan Gégat. Est-ce qu'ils auraient une certaine latitude pour prendre une échappée, pour espérer gratter quelques minutes? Là, c'est quand même un petit peu UAE et Visma qui ont la clé, je pense. Oui, alors je vais mettre un bémol, c'est l'abandon de Joao Almeida. Parce que je me dis que UAE va peut-être pas vouloir finalement mettre tant la pagaille que ça. Visma, peut-être que oui. UAE, peut-être que non.
On va voir ce que ça va donner. Moi, je vois plus des échappés. Je vais donc regarder ceux qui ont terminé dans le dernier peloton de la journée à 7 minutes, 6,58 exactement. Je vois du Bruno Armirail, je vois du Julien Alaphilippe. On est le 14 juillet demain et Denis Martinez. Donc à voir, parmi ces coureurs, je mettrai une pièce entre Bruno Armirail et Julien Alaphilippe pour la victoire d'étape. Allez, je te donne un nom, Louis Barré. Louis Barré qui a aussi terminé dans ce peloton-là, mais à voir Louis Barré comment il a récupéré de sa grosse chute aussi vers Mur de Bretagne avec le cuissard arraché. Il y a Clément Champoussin aussi qui a terminé dans ce peloton-là. Je regarde aussi les deux Yates, ouais. Je regarde les deux Espagnols Castrillo et Roméo de la Movistar. Donc ça peut être vraiment ce profil de coureur. Michael Storer, Michael Woods, tu vois. Quand même pas mal de coureurs de ce profil-là qui ont terminé dans le dernier peloton à 7 minutes, qui se sont peut-être laissés décrocher pour jouer la victoire demain en échappée. On verra. En plus, veille de jour de repos, ça sent quand même la grosse échappée de 20-25 coureurs avec plus ou moins toutes les équipes qui mettent quelqu'un devant et un peloton qui, on va dire, observe ça de loin. Ça se sent quand même cette physionomie-là, mais avec Pogacar et avec Vingegaard, on sait jamais non plus trop à quoi s'attendre. Ouais, complètement. On va voir. Tu vois, il y a encore des noms intéressants. Lennart Van Etvelt, Mathieu Burgodeau, Matteo Vercher qui ont terminé loin. Terrada, Higuita, Buitrago qui ont terminé assez loin aussi. Donc ça peut être vraiment le genre de coureurs qui seront devant dans l'échappée. On va terminer ce podcast très rapidement. On va pas faire de débrief du Giro Femmes. Pourquoi ? On va faire un podcast spécial débrief du Giro Femmes à retrouver mardi, jour de repos du Tour de France, pour vous dire très rapidement qu'il n'y a pas eu de changement dans la dernière étape vers Imola ce dimanche, avec la victoire finale d'Elisa Longo Borghini devant Marlène Reusser, 18 secondes, oui il y a 4 secondes de moins qu'hier, Marlène Reusser qui a pris la 3e place au sprint sur le circuit d'Imola, là où Julien Alaphilippe avait été champion du monde. La victoire pour une équipière de Marlène Reusser, Liane Lippert, devant Anna van der Breggen et Vitamusic 5e du jour. On va pas en parler puisqu'on fera un podcast spécial. Et Limbuget-Valromé-Tour, c'est terminé à l'instant sur la dernière étape. Et c'est un membre de la Décathlon AG2R U19 Team, Théophile Vassal. Donc il s'est imposé sur la 5e étape de Limbuget-Valromé-Tour, dernière étape. Demain 14 juillet vers Yenne. Voilà, on en parlera un peu plus demain si on a le résultat final. Lohan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débrief donc de cette étape qui était toute plate, mais il y avait quand même à dire. Et avec grand plaisir, Guillaume. C'était effectivement plat, mais on a quand même trouvé de quoi dire. C'était quand même intéressant et demain, on s'attend quand même à une bien belle étape. Ouais, et demain, vous retrouverez François-Pierre Noël qui était en week-end tranquille. On sera avec lui pour débriefer cette première semaine de course aussi qui se termine dans le Massif Central. Lohan, on se dit à très bientôt dans Vélo Podcast. À très bientôt, Guillaume. Et on rappelle les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify ainsi que la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Ciao, ciao. Salut à tous.